feuille de route. Ouais. Ça, c'est bon. Alors, juste un petit mot poussé sur cette feuille de route. Ça, c'est ce que je vais vous envoyer à chaque fois, juste avant le séminaire. Et après, je vous ferai aussi un résumé de la discussion du coup qu'on aura. Donc en fait, c'est pour ça que je vous demande les mails, surtout. Hein, c'est pour avoir, si je vous donne ça, c'est pour que vous évitiez de prendre des notes. C'est une espèce, j'ai pris des notes un peu à votre place, quoi. Donc du coup, en fait, vu comme ça, c'est pas très compréhensible, mais normalement, après avoir lu le séminaire, ça fera un petit souvenir. Il y a aussi des petites pistes pour aller plus loin. Il y a des références. Donc voilà, comme ça, je note pas au tableau des trucs un peu comme ça. Mais déjà, merci d'être venu. Il y en a beaucoup qui viennent du conservatoire, c'est ça. Il y en a qui viennent du conservatoire de Bobigny, il y en a qui sont en école de jeu, mais la majorité, c'est ça, qui viennent de... Merci. Il y a plusieurs structures. Il y a plusieurs structures, ok, c'est ça. Mais je vais déjà me présenter un peu moi très rapidement, même si Frédéric l'a fait, mais comme ça vous savez un peu d'où je viens et puis quelles sont mes préoccupations. Du coup, moi je suis pas une pièce de théâtre. J'ai eu une formation en dramaturgie à l'École normale supérieure de Lyon, où en fait mes travaux tournaient autour du renouveau du drame shakespearien dans certaines séries télé américaines. Et notamment dans 3 séries qui sont incroyables. C'est The Wire, donc c'est sur écoute, House of Cards et West Wing, qui sont 3 séries. Vous pouvez noter ça. Et donc du coup, après ça, je suis allé à Montréal étudier de l'écriture scénaristique. J'ai appris à écrire des scénarios de séries télé. Et après, j'ai décidé de faire du théâtre, je suis arrivé à Paris. Et j'ai créé du coup avec Antonin, qui est là, qui est plasticien, et Juliane, qui est metteuse en scène, une compagnie qui s'appelle Le Groupe T. Donc voilà, et puis après on a fait des pièces de théâtre, dont 2 qui sont là. J'ai pas mis nos pièces dans le séminaire de dramaturgie pour des raisons assez évidentes, parce que je suis sensible. Mais du coup voilà, elles sont là au cours de l'année. C'est tout ce que je voulais dire sur moi. Par rapport au séminaire de manière générale, donc il y a un tarif préférentiel, il y a le prochain séminaire, du coup aura lieu, c'est quasiment tous les mois, mais c'est plutôt tous les 1 mois et demi. Donc à chaque fois, évidemment, c'est rattaché à un spectacle, mais ça, vous l'avez compris. Les dates définitives, ce sont celles-ci, elles ne vont pas bouger. À chaque fois, ça sera de 19h30 à 22h30 ici, donc ça sera le lundi soir. Ce sera soit dans la grande salle, soit dans la petite salle, mais bon, ça, on s'en fiche. Et à chaque fois, elles vont s'organiser tout le temps de la même manière, c'est-à-dire qu'il y aura une partie théorique. En gros, c'est moi qui vais parler, qui, je l'espère, va durer entre 1h20 et 1h30 max. Après, il y aura une petite pause, et puis après, il y aura une partie pratique. Dans la partie pratique, le but, c'est qu'on discute ensemble. Vous allez vous rendre compte, la partie théorique, en fait, elle va nous servir à moi, ce que je vous présente un peu, une partie de mes obsessions, et des outils. Pour faire de manière un peu concrète, par exemple, les 2 premiers séminaires, ça va être sur 2 auteurs qui, moi, me permettent de réfléchir l'utilité de la fable. Aujourd'hui, c'est Brecht, le prochain séminaire, c'est sur Müller. Et puis après, en fait, on va vraiment se poser à quoi peuvent nous servir ces hommes de théâtre pour répondre à la question qui va nous excéder, qui est à quoi ça sert les fables, à quoi ça peut nous servir. Donc, partie théorique, partie pratique. La partie pratique, j'aimerais tendre de plus en plus un peu à l'écriture, c'est-à-dire que vous allez voir qu'une partie des outils de discussion qu'on va développer et des moyens d'entrée en quelque sorte dans la discussion des spectacles va passer par l'écriture. Dès aujourd'hui, bon alors ça va être un peu compliqué, mais pour le prochain séminaire, ça serait top si tout le monde a de quoi écrire avec des feuilles. Ça, c'est pas à nous d'organiser ça. Et après, on va essayer de s'organiser collectivement pour que vous puissiez écrire. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais peut-être sur le plateau, on va se débrouiller. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense qu'on peut commencer. Il n'y a pas de questions de toute manière là-dessus, là, sur la partie un peu présentation du séminaire. Tout est clair, rapide. Alors, l'objectif. Donc, pourquoi moi j'ai choisi comme question pour le séminaire déjà parce que je suis. Déjà parce que j'écris des histoires. Donc, du coup, moi, c'est un peu mon obsession. C'est une question qui a posé Brecht et qui après a été continuée
continué par Rainer Müller, mais c'est à quoi sert la fable. Alors ça c'est mon tableau, mais je ne vais pas commencer à écrire dessus, sinon c'est à quoi sert la fable? Alors la fable, c'est ultra impressionnant. Je ferai ça tout à l'heure quand je parlerai de Brecht. La fable, au début, on va simplement prendre ça comme un synonyme d'histoire. Alors pourquoi parler de l'utilité de l'histoire? Ça part d'un postulat qui est très brechtien, qui dit qu'il n'y a aucune histoire qui est innocente. Il n'y a aucune histoire qui nous est racontée pour rien. Toute histoire qu'on nous raconte sert quelque chose. Sert au sens assez fort, c'est-à-dire que ça défend des valeurs, ça consolide une vision du monde et ça nous demande d'adhérer à un projet de société. Donc nous, en fait, quand on pose la question à quoi ça sert vraiment, à quoi sert Dune, à quoi sert Intouchable, à quoi sert Jeanne d'Arc, c'est vraiment de se poser la question de l'utilité profonde. On va toujours essayer d'aller un peu au-delà, généralement, de simplement les émotions, vous allez voir, hein. Brecht permet de penser à cette question, en tout cas, cette question de l'utilité. Le premier séminaire, du coup, aujourd'hui, va parler du pouvoir de la fable. Va parler du pouvoir de la fable parce qu'en fait, vous allez voir, on va le voir dès le second séminaire, il y en a beaucoup qui se méfient de la fable, qui se méfient de l'histoire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelqu'un qui croit dur comme fer, et qui croit dur comme fer que les fables peuvent changer la société. On va essayer vraiment de prendre ça vraiment de manière assez naïve, hein, mais vraiment se dire que les histoires ont véritablement une influence sur nos imaginaires politiques, esthétiques, etc. Okay, donc là, c'est un peu le point de départ d'aujourd'hui. Alors, Brecht. Donc le séminaire, un peu la partie théorique. Ça va pas être un cours sur Brecht, hein, ça va être un peu de la boucherie parce que je vais découper Brecht en deux parties avec marqué idée Brecht, idée pas Brecht, pour qu'on puisse véritablement se poser la question que Frederick Jameson se pose, qui est vraiment genre à quoi sert Brecht? En fait, à quoi Brecht peut nous servir encore aujourd'hui? Donc, moi je vais ici noter, mais vous les avez, c'est ce qui sont marqués c'est marqué en majuscule, vous allez voir dans la feuille de route. Et à chaque fois, il y a marqué un truc en majuscule contre un autre truc. C'est que la pensée de Brecht, et notamment la méthode brechtienne, fonctionne beaucoup en contradiction. Donc il va y avoir surtout un point par rapport à un autre point. Ça va être assez caricatural, mais c'est assez efficace. En termes de bouquins, je vais vous demander évidemment de lire quoi que ce soit. Hein. Il y a un bouquin pour moi qui est vachement bien. Qui est peut-être le plus exhaustif, mais qui est aussi le plus enthousiasmant, c'est Brecht et la méthode de Frederick Jameson. J'ai marqué, pareil, il y a une espèce de bibliographie à la fin. C'est un bouquin qui est assez méchant, hein. C'est pas un bouquin qui est facile. C'est un bouquin qui mêle aussi beaucoup de recherches philosophiques sur la pensée de Brecht, mais c'est de très loin, à mon avis, le plus exhaustif en fait. Alors au début, moi, je vais commencer un peu par raconter sa vie. Et je vais raconter sa vie parce qu'en fait, elle est rattachée à une idée, une première idée de Brecht qui est très importante, c'est l'idée de la multiplicité. Donc ça, c'est la première idée qui va nous intéresser. La multiplicité, ça veut dire, et ça c'est le premier chapitre de Jameson, c'est que Brecht n'a pas eu une seule vie, Brecht a eu plein de vies. Il existe, et lui il en repère à peu près 20, il existe 20 Brecht possibles, tout à fait cohérents, avec une espèce de monade chronologique, hein, comme il dit, mais une espèce de bulle qui permet tout à fait de se dire, ah, voilà, ce Brecht-là a existé. La multiplicité chez Brecht va toujours s'opposer à l'idée de l'identité. Donc là, c'est la première idée qui nous intéressait. Alors Brecht, il a eu plusieurs vies. Généralement, on en retient 3. Il y a le premier Brecht, qui est le Brecht anarchiste. Le Brecht anarchiste, c'est celui qui s'engage à la fin de la Première Guerre mondiale et qui ensuite va commencer le théâtre auprès d'un autre homme dont on va parler aussi tout à l'heure, qui s'appelle Erwin Piscator, et qui va écrire des pièces assez noires, très imprégnées de l'expressionnisme allemand, comme Bâle, Tambour dans la nuit ou dans la jungle des vies.
Le Brecht anarchiste, on le situe en gros de 1917 à, on va dire, 1925, la moitié des années 20. À ce moment-là, il y a un autre Brecht qui prend le relais, donc un deuxième Brecht qui est le Brecht marxiste. Le Brecht marxiste, c'est celui qui lit Capital et qui est gagné par la doctrine marxiste en 1928 et qui commence à écrire deux types de pièces qui nous, c'est les pièces qui moi m'intéressent le plus, qui du coup vont vous intéresser le plus, qui sont les pièces didactiques, les Lehrstück, et les pièces paraboles, les Parabelstück. Je parle pas. Brecht marxiste, il va en gros de 1927-1928 jusqu'à son exil aux États-Unis en 1939, où là il y a un autre Brecht un peu qui s'ouvre à nous. Donc il fuit le nazisme et il va d'abord en Finlande, puis après il gagne la Californie, il passe la Seconde Guerre mondiale, après il fuit le macartisme en 1947, donc il apparaît sur les listes noires étant communiste. Il est amené à fuir, à gagner Paris, puis après il gagne la RFA, il crée sa compagnie qui s'appelle le Berliner Ensemble, et là il devient le grand Brecht, le plus grand écrivain de théâtre du XXe siècle. Il est acclamé par toute l'Europe, des tournées monstrueuses, et à ce moment-là c'est l'auteur de grandes pièces qui sont les pièces les plus montées aujourd'hui encore, le Cercle de Craig Occasien, l'Irrésistible Ascension d'Arthur Louis, Mère Courage, la Vitalité. Voilà. C'est pas ce Brecht-là qui va nous intéresser, c'est le deuxième Brecht. C'est le Brecht marxiste qui va nous intéresser. Il meurt en 1956. Donc voilà, donc ça c'est pour vraiment simplement déjà essayer un peu de vous montrer que même quand on raconte la vie de Brecht, c'est impossible, et quand on s'intéresse à son œuvre, c'est impossible de restituer Brecht dans une seule cohérence. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est tout le temps, un Brecht qui tape sur l'autre Brecht. Et ça pendant toute sa vie. Donc il va y avoir tel mouvement qui va taper, il va y avoir l'anarchiste qui tape sur le marxiste, qui ensuite tape sur le réformiste, et ainsi de suite. Et voilà, Jensen en a repéré 20 comme ça. L'idée de multiplicité est intéressante, mais seulement si on la hisse à une autre idée, qui est celle de la contradiction. Alors pour ça, je vais vous faire écouter. Alors ça va arriver beaucoup dans le séminaire, mais évidemment, vu notre question, on va aussi s'intéresser à ce que les artistes disent de leur fable. C'est-à-dire que très souvent, il y a des artistes qui vont nous donner comme ça, clé en main, l'utilité de leur fable. Et ça aussi, évidemment, ça peut nous intéresser, même si par moments c'est complètement à côté de la plaque, nous, ça peut nous intéresser. Pour illustrer l'idée de la multiplicité et de montrer qu'il existe plein de Brecht, j'ai assisté à une mise en scène de bal, donc du coup du premier Brecht, le Brecht anarchiste, une mise en scène de bal par Christine Le Tailleur au Théâtre de la Commune, le Théâtre de la Colline, en 2017. C'est une pièce que j'ai détestée et j'ai mis très longtemps à comprendre et j'ai enfin compris en écoutant ce qu'elle a à dire et comment elle parle de cette pièce. Vous allez voir, je vais arrêter. Écoutons Christine Le Tailleur. Alors Brecht, je trouve que c'est un auteur qu'on connaît tous, on en a tous entendu parler même quand on ne l'a pas lu. Et je trouve que c'est intéressant de le relire aujourd'hui, de le revisiter, parce qu'on connaît surtout Brecht, on le connaît surtout comme homme de théâtre, on le connaît par son œuvre engagée, politique, son théâtre pédagogique, mais souvent on oublie Brecht, le poète. Et il faut savoir que Brecht vient au théâtre à l'écriture, je dirais par la poésie. Déjà à 15 ans, il écrit beaucoup de poèmes et il a fait une œuvre poétique très très ample et de différents styles. Donc mon angle d'attaque, je te dirais, pour monter bal, c'est la poésie. Alors Bâle, c'est une œuvre de jeunesse, c'est sa première grande pièce de théâtre. Et il disait à un ami en 1918, donc pour rédiger son œuvre, il dit « Je voudrais écrire une pièce sur François Villon, qui fut au XVe siècle assassin, brigand, chansonnier et poète. » Alors moi, je n'ai pas choisi de monter la première version de 1918, mais j'ai choisi de monter celle de 1919, qui a été traduite par Éloi Recoin,
Et je trouve que c'est une version très puissante parce qu'on en ressent toute la fougue de la jeunesse. C'est le Brecht anarchiste et on ressent bien, je trouve, les affres de la chair. Et c'est pour cela que j'ai choisi cette œuvre de 1919 et pas celle qui a été traduite plus tard, dans les années 50, avant qu'il meure, parce que je la trouve plus lisse. Celle-ci est plus violente. Bâle, en deux mots, je dirais que c'est l'histoire d'une errance. Bâle, c'est un poète lyrique, un poète maudit, qui pourrait faire éditer ses poésies, mais il refuse en fait le compromis. Il refuse la marchandisation de l'art. Il préfère être libre. Et c'est une quête vers la liberté, dans la solitude. Et cette quête, il l'éprouve à travers la recherche de la jouissance. En fait, Bâle, c'est un jouisseur au présent. Il veut jouir de l'alcool, il veut jouir de la beauté des paysages qu'il traverse, des ciels bleus, des ciels violets. Il veut jouir des corps blancs, du corps des femmes, du corps des hommes. Voilà, pour moi, c'est une errance poétique, Bâle. Et si je peux, comment dirais-je, cette jouissance au monde, ce n'est pas une exubérance, je ne sais pas comment dire, mais c'est un rapport, c'est une manière d'être, d'habiter le monde, je dirais, poétiquement. Alors, pour incarner le personnage de Bâle, j'ai choisi Stanislas Nordet, avec lequel j'ai déjà travaillé sur plusieurs pièces, parce que je voulais faire de Bâle un personnage, je dirais, aérien. Et pour moi, Stanislas a cette chose très aérienne. Je souhaite que l'acteur incarne le verbe. Je ne souhaite pas qu'il joue à être Bâle. Je veux qu'il soit Bâle. Et ce qui m'intéresse, c'est d'amener, en fait, avec le choix de Stanislas, et je dirais même le couple avec Vincent Dissès qui interprétera Eckhart, c'est d'avoir une chose très poétique et sensible. Alors en fait, ce pourquoi en fait, je vous ai passé un peu cet extrait, c'est parce que en fait c'est un peu la preuve, on peut tout à fait montrer Brecht sans aimer Brecht. C'est-à-dire que c'est un truc qui est assez et qui est vrai. À mon avis, le Brecht dont elle parle existe à mon avis quelque part. Il doit faire partie des 20, des 25 Brecht, et je pense qu'elle a pioché, et vous avez vu, elle a jarté absolument tous les autres. Donc le théâtre pédagogique, le théâtre politique, le théâtre engagé, elle a dit, voilà, il y en a un qui me plaît, c'est le théâtre poète, c'est le théâtre rimbaudien, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle fait plusieurs distinctions qui, pour nous, vont être vraiment dans la case idée par Brecht. Idée par Brecht, pourquoi? Parce qu'en fait, le Brecht qui va nous intéresser, et qui est celui en quelque sorte qu'on retient, c'est le Brecht marxiste, celui qui arrive juste après le Brecht anarchiste. D'accord? Tout à l'heure, elle a parlé du jeu de Stan, là, de Stanislas Nordet, et elle disait il faut que Stan, voilà, il soit aérien, il faut qu'il incarne, il faut qu'il soit Bâle. Et elle a dit il ne faut pas que Stan fasse quelque chose, et il ne faut pas que Stan joue à Bâle. Alors ça, tout à l'heure, on va le voir, ça va être beaucoup plus simple quand je vais l'expliquer tout à l'heure, mais gardons ça un peu en tête. La deuxième idée que je trouve qui est assez intéressante, c'est la fascination qu'elle a sur les solutions individuelles face aux problèmes que notre société pose. Il faut savoir que Brecht, et en tout cas en particulier le Brecht qui nous intéresse, c'est toujours méfier dans ses fables aux solutions individuelles et exemplaires, et notamment à la figure du héros. Il y a une phrase très connue dans La vie de Galilée de le personnage d'Andrea qui arrive et qui dit malheureux le pays qui a besoin de héros. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette phrase, mais en fait ce qui est intéressant dans cette idée, c'est véritablement de dire que les fables qui montrent que la société est changée par des figures comme des héros, confortent quelque chose, servent à quelque chose, à consolider un mythe politique extrêmement fort qui est le mythe politique de l'homme providentiel.
Le mythe politique de l'homme providentiel, c'est le mythe qui fait croire à un peuple, à la collectivité, qui, pour que le peuple puisse sortir d'une telle domination, il faut que parmi le peuple, comme ça, s'érige une figure exemplaire, généralement assez belle, séduisante, courageuse, qui va les guider vers des destins plus glorieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que je parle de pouvoir de la fable, il va falloir toujours associer, et c'est comme ça que Brecht réfléchissait, quelque chose d'assez concret, c'est-à-dire la présence d'un héros, d'accord, à un mythe politique qui, cette fois-ci, en fait, a construit, par exemple, la figure d'un De Gaulle, qui a construit la Ve République, et le rythme de la vie politique sur lequel il faut attendre l'élection et l'arrivée, voilà, de l'homme providentiel pour que nos problèmes s'arrêtent. Vous voyez un peu cette différence ? Moi, il y a un film que j'adorais quand j'étais petit, qui pour moi était un film de gauche, un film un peu progressiste, c'était Gladiator de Ridley Scott. Mais vous voyez, et en fait, le truc c'est que la fable, elle est un peu progressiste, c'est-à-dire que tu as des gladiators, ce sont des prisonniers, et ils sont amenés à se battre les uns contre les autres jusqu'à leur mort pour le divertissement du méchant empereur, joué par Joaquin Phoenix. Et là, parmi les gladiateurs, il y a Maximus. Maximus, c'est Russell Crowe, il est beau, il est courageux, il est musclé et il permet le soulèvement des gladiateurs et donc du coup de tenir tête à l'empereur. En fait, ce qui est intéressant, c'est que de base, ça paraît être une fable émancipatrice. C'est-à-dire qu'on a un peuple opprimé qui va prendre les armes et modifier la réalité qui les opprime. C'est quelque chose qui est assez classique. Mais là, dans la logique de Brecht, on voit que le peuple a besoin de héros. Et s'il a besoin de héros, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable, tout seul, de se soulever par lui-même. Ouais. D'où la distinction de malheureux le pays qui a besoin de héros. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le peuple s'appuie sur des figures exemplaires pour être capable de modifier la réalité. Ouais. C'est-à-dire que dans les idées de Brecht aura toujours privilégié dans ses fables ce qu'on va appeler la réponse collective. On va avoir des exemples tout à l'heure, ça va être plus simple. La réponse collective. Et en face, on va mettre le héros, tout simplement. Ok. Alors, les premières pièces qui vont nous intéresser, ce sont les astuces, donc ce sont les pièces didactiques. Donc là, on bascule dans le Brecht marxiste. Hein. Donc on est vraiment à la fin des années 20 et il crée des pièces, et j'aimerais en parler parce que c'est des pièces qui sont assez méconnues. Ce sont des pièces didactiques qui ne sont pas destinées au public, d'accord? Donc ce ne sont pas du tout des pièces qui sont destinées en fait à des représentations, ce sont des pièces qui sont destinées à la pratique, exclusivement à la pratique. Et à la destination de jeunes actrices en quête de militantisme. Ces pièces ont des canevas extrêmement simples qui sont généralement réduits autour d'une décision, autour d'un choix. Il y a une situation qui est très problématique, il y a un choix à prendre, un choix existentiel, il y a une partie qui va prendre un côté et l'autre partie qui va prendre l'autre. Ce qui est intéressant dans ces pièces, c'est qu'elles étaient amenées à être pratiquées, donc il fallait que les actrices incarnent tour à tour les différents rôles. Là, on retrouve déjà la première idée, c'est-à-dire l'idée de la multiplicité, ici en contradiction. Le but, l'objectif de Brecht, c'est qu'il veut que les actrices puissent réfléchir sur le plateau. C'était son obsession à cette époque-là et c'était son objectif principal. Il faut que les actrices puissent réfléchir. Et pour ça, il a dit, et il a défendu toujours l'idée qu'il fallait lutter contre la fusion. Donc une idée qui évidemment n'est pas du tout brechtine, c'est l'idée de fusion. Et la première des fusions qu'il faut briser pour que l'acteur puisse réfléchir, c'est la fusion de l'actrice et de son personnage. C'est Benjamin qui insiste beaucoup là-dessus. Je ne vais pas parler de son texte, c'est pas très grave, mais c'est bien aussi. Hein. Et c'est sur Brecht de Benjamin qui insiste dessus. Il dit il faut pour que l'actrice puisse réfléchir sur le plateau, il faut qu'il puisse à tout moment sortir de son rôle. D'où l'idée de séparation. Hein. Donc ça, c'est vraiment une des idées les plus intéressantes. L'idée de séparation. Donc la première séparation à mettre en place, c'est celle-ci. C'est par exemple sur un plateau, on a un canevas, on a différents personnages et tour à tour, les actrices vont
prendre tel rôle, jouer telle position, et ensuite faire l'expérience de la contradiction, hein, et prendre notre avis. Et cette impossibilité de fusionner, en gros, cette impossibilité de fusionner en quelque sorte avec un parti pris, avec un personnage, une identité, etc. Toujours dans cette idée de séparation et de fusion, il y a la question du public qui arrive donc, du coup à peu près à la fin des années 20 pour Brecht de manière assez brutale. Il sort des Lehrstück et pour s'intéresser à une autre forme qui va être les Parabelstück, et il se pose la question du public. Toujours sur la même idée de la séparation et de la fusion. À son époque, il y avait des spectacles qui fonctionnaient très très bien et qui étaient un peu dans la droite lignée de ce qu'on appelle l'œuvre d'art totale de Wagner. C'était un peu cette idée que le public devait être happé et devait ne faire qu'un avec ce qui se passe sur le plateau. C'était vraiment de tout cœur le souhait d'une fusion émotionnelle par l'empathie, la sympathie, les pleurs, les larmes, pour ne faire qu'un avec ce qui se passe au plateau. Toujours est-il, en fait c'est toujours un peu la même chose avec Brecht. Brecht ne veut pas que le public fusionne avec ce qui se passe au plateau, il veut que le public puisse réfléchir. Et ça c'est très important, on verra évidemment à quoi, hein, mais il faut que le public puisse réfléchir. Et pour que le public puisse réfléchir, il faut que le public soit séparé de ce qui se passe sur le plateau. En tout cas, qu'il ait la possibilité d'être séparé du plateau. Donc, deuxième séparation qui est importante, c'est la possibilité pour le public d'être séparé de ce qui se passe sur le plateau. Okay. La troisième idée qui va nous intéresser, la troisième séparation, c'est la séparation à l'intérieur du public. Et là, pour le coup, on s'intéresse, il y a vraiment un carrefour. Sur lequel on va un peu s'attarder, c'est l'idée qu'il faut diviser le public. Il faut diviser le public et non le réconcilier. Là, pour le coup, c'est vraiment une idée qui, pour nous, va vraiment nous intéresser. Parce qu'en fait, quand on va se poser la question de à quoi sert la fable, on va toujours essayer en fait, de rattacher nos réponses à cette idée qui est soit de diviser le public, soit de le réconcilier. Qu'est-ce que ça veut dire, le réconcilier? Les fables réconciliatrices, à l'époque de Brecht, c'était la propagande nazie, ce sont des fables qui veulent fédérer le public. Mais ce sont des fables que nous, on croise très régulièrement, ce sont des fables qui sont extrêmement populaires. Est-ce que tout le monde voit Intouchable? Ouais. Intouchable, par exemple, c'est une fable réconciliatrice. C'est-à-dire qu'elle fait quoi, Intouchable? Elle va partir de notre réalité à nous. Notre réalité, voilà, la région parisienne. Et il y a une inégalité énorme, un fossé entre, du coup, les jeunes de banlieue et les aristocrates blancs du 7e arrondissement. C'est une inégalité, c'est deux groupes sociaux qui n'ont pas l'habitude de se croiser. Elle les incarne et elle les fait se rencontrer et ça se passe bien, elle les réconcilie. Le projet politique en fait de Toledano et Nakache, il est assez simple, hein, c'est ce qui se passe sur l'écran, la réconciliation entre Omar Sy et François Cluzet. Ils veulent que ça se passe aussi dans le public. C'est exactement ce qu'ils veulent, c'est qu'ils voulaient créer un élément culturel commun aux jeunes de banlieue et aux aristos blancs du 7e. Il faut que les gens puissent rire de la même chose. Et que là, ça va créer du liant. C'est vraiment l'idée. Les fables réconciliatrices sont là pour créer du liant. Ce que la politique n'a pas pu faire, les fables réconciliatrices vont le faire. Là, je parle d'Intouchable, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est pareil, hein. C'est les différentes religions, et puis on va les réconcilier. Voilà, on va créer du liant. Bienvenue chez les Ch'tis, c'est pareil. On va prendre Paris, on va prendre le Nord, et on va créer du liant. Et en fait, c'est un projet politique qui est énorme, mais qui va plus loin. On verra aussi qu'à Rainer Müller, il avait une dent énorme contre les fables réconciliatrices. Il ne voulait absolument pas que ça fasse partie justement de l'utilité de la fable, le projet politique un peu à voir. Mais pourquoi? L'idée, au fond, pour Brecht, c'est une question qu'on va se poser par rapport à Jeanne d'Arc, hein, mais l'idée, c'est de s'intéresser au changement. Et de se poser la question pour chacune des fables qu'on va recevoir, nous, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas? Quand on s'intéresse aux fables réconciliatrices, ce qu'elles font, les fables réconciliatrices,
c'est qu'elle ne change pas le cadre, elle ne change pas la réalité que nous reconnaissons, elle ne change pas les inégalités sociales. Les personnages n'ont pas de prise sur leurs inégalités sociales. D'accord? Donc c'est quelque chose qui ne change pas, qui est là au début et qui est là à la fin. La seule chose qui change, c'est l'opinion qu'on a sur la réalité. C'est-à-dire qu'en réalité, les fables réconciliatrices ne sont pas là pour nous faire réfléchir à la modification possible de la réalité, mais nous faire réfléchir à la possibilité d'accepter cette réalité. Et ça, pour le coup, il y a vraiment un carrefour qu'il faut qu'on saisisse pour Brecht, parce que c'est un peu là tout le projet politique de son travail. C'est-à-dire que les fables doivent avoir pour utilité que le public réfléchisse à la modification de la réalité. Et il faut que le public, et donc du coup les personnages, aient la main mise sur la réalité qui les entoure. Le personnage de Marcy, à la fin, il retourne dans sa banlieue. Le personnage de François Cluzet retourne à la fin dans son 7e arrondissement. C'est pas là-dessus, en fait, qu'ils ont des prises. Ils ont simplement une prise sur la manière d'accepter ces inégalités. Et la différence, elle est vraiment énorme. Il ne faut pas réconcilier le public, du coup, il ne faut pas essayer de le fédérer, il ne faut pas essayer de le réunir, il faut essayer de le diviser. Et de la division, encore une fois, naît la réflexion et donc du coup naît la possibilité de changer et de modifier la réalité. Est-ce que ça va là pour l'instant? Ouais. Je vais vite, hein, mais je crois que je vais peut-être trop vite. Est-ce que je vais trop vite? Non, ça va. Vous me dites si c'est pas clair. Là, j'ai fini à peu près la moitié. Ah non, plus. Un détail qui est important. On va s'intéresser tout à l'heure, on va se poser comme question qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas dans les fables, avec un truc qui est important. C'est il ne suffit pas qu'il y ait du changement. Il faut aussi se poser la question, parce qu'on a vu que dans Gladiator, il y a du changement. Hein. Dans Gladiator, les gladiateurs finissent vraiment par se soulever, alors même si ça finit dans un massacre, ils se soulèvent, ils essayent de modifier, ils ont une main prise en quelque sorte sur la réalité qui les entoure. Mais il faut s'intéresser à qui est à l'origine du changement et est-ce que nous avons accès aux coulisses du changement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le changement puisse se faire à l'insu des personnages et de notre compréhension. Pour qu'on puisse réfléchir véritablement à la possibilité de modifier la réalité, il faut qu'on ait accès de manière intelligente aux coulisses du changement. Il y a une de mes pièces préférées de Brecht qui s'appelle Sainte-Jeanne des abattoirs, qui parle du capitalisme, et dedans il y a des pans entiers qui sont des cours sur l'économie capitaliste. Il y a des exposés, très souvent chez Brecht il y a des exposés. Et en fait le but c'est pas de nous ennuyer, mais c'est de nous donner accès de manière intelligente aux coulisses possibles du changement, de nous amener à réfléchir à la possibilité de modifier la réalité. Un autre exemple que j'aime beaucoup, il y a un animé moi, que j'adore qui s'appelle Pompoko, des studios Ghibli. Qui est incroyable, vous voyez ou pas, vous connaissez mais on va en reparler tout à l'heure avec la pièce parabole, mais ce qui est incroyable dans Pompoko, ce sont des petits ratons laveurs qui s'organisent collectivement pour lutter contre le massacre de leur forêt qui est aussi leur zone d'habitat. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, on a véritablement accès aux coulisses du changement. On réfléchit avec eux à l'organisation collective pour modifier la réalité qui est la leur. On a accès à des espèces d'AG entre ratons laveurs, on a accès à des débats entre toutes les différentes gauches radicales avec la question de la violence, la légitimité de la violence, etc. Donc du coup, les tanuki, les ratons laveurs, pareil, nous donnent accès. Donc ça, c'est quand même la nuance qu'on va se poser. Donc c'est pas simplement qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas, où est le changement, mais aussi est-ce qu'on a accès de manière intelligente au changement qui se produit. Ouais. Voilà, on va appeler ça accédons-nous aux coulisses du changement. Alors, donc ça c'était sur les Lehrstück. Donc ça c'est la réflexion qui démarre avec les pièces didactiques. Tout de suite après, Brecht il enchaîne avec un autre type de pièces qui est les Parabelstück, qui sont les pièces paraboles. Alors, pour comprendre le fonctionnement de la pièce parabole, et c'est là où on rentre un peu dans le cœur selon moi, un peu l'intérêt le plus brûlant. J'ai fait un détour par une fable de La Fontaine qui a pour nom justement le pouvoir des fables. C'est une fable dans la fable de la fable qui pose la question de à quoi ça sert une fable, tout simplement.
On va pas. Est-ce que vous voulez qu'on la lise? C'est un peu chiant à lire, mais. Non, mais pas chiant, elle est compliquée. Je vais la résumer, c'est plus drôle. Alors, donc on est à Athènes. La situation initiale, c'est à Athènes. Et puis à Athènes, la patrie est en danger. Bon, on s'en fiche, hein, la situation, après, elle ne paraît pas très importante. Donc, on est à Athènes ici, tac. C'est un prétexte, tout à fait. La patrie est en danger. Il y a un orateur qui arrive dans l'assemblée et qui va essayer de convaincre toutes les personnes qui sont là d'arriver à un point B, donc c'est-à-dire arriver à modifier la réalité, qui va être d'acheter des navires, de construire des navires. Donc tu as l'orateur qui essaye de prendre la parole pour convaincre des gens de construire des navires parce que la patrie est en danger. La première stratégie qu'il va faire, c'est ce qu'on appelle la stratégie immédiate. Ça va en fait consister à s'inspirer un peu du journalisme, c'est qu'il va prouver par des faits réels que la patrie est réellement en danger et que économiquement, réellement, réalistiquement, il faut que nous construisions des bateaux. Évidemment, il n'y parvient pas, tout le monde s'en fiche, tout le monde parle, les tours, notre tête, etc. Et là, il commence à parler, il prend une autre stratégie, il raconte une fable qui est celle de l'hirondelle et de l'anguille. Donc il raconte l'histoire de la fable, l'hirondelle et de l'anguille, etc. Et en fait, elles ont un problème, c'est qu'elles se retrouvent des deux côtés d'un fleuve, elles essaient de le traverser, elles n'y parviennent pas, et donc là, tu as tout le monde qui est un peu happé et qui dit « Mais comment ils font pour traverser le fleuve ?» Évidemment. Et donc du coup, lui, il dit bah, il faut que Athènes vote les crédits nécessaires à la construction des navires. Si simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il fait, c'est une autre stratégie qui est la stratégie du détour. On va appeler ça du détour ou du pas de côté. C'est l'axe de la parabole, ça définit en fait une trajectoire qui part donc, du coup d'une réalité, ça sera toujours vrai, ça partira toujours d'un problème, ça partira toujours en fait d'une situation qui en soi est problématique, mais qui au lieu en fait d'aller directement au point B par la réalité, va faire un détour comme ça à travers une fable. Avant de parler de la fable, parce qu'évidemment ça c'est le Brecht qui va nous intéresser, c'est le Brecht du détour, il y a un Brecht qui a fait ça. C'est-à-dire un Brecht qui a défendu l'idée que pour convaincre le public et l'amener à réfléchir, à modifier la réalité, il faut inventer un théâtre qui nie des tours et un théâtre qui est direct, un théâtre qui est immédiat. Et il a réfléchi avec un homme qui s'appelle Piscator, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Piscator a écrit un texte qui s'appelle Le théâtre politique. Et en fait, lui, il défend l'idée d'un théâtre immédiat, mais dans le sens vraiment de direct. C'est un théâtre qui refuse tout détour, un théâtre qui refuse toute fiction, et qui s'inspirera énormément du journalisme, et qui va, je pense que vous l'avez un peu deviné, créer ce qu'on a appelé ensuite le théâtre documentaire. Mais c'est véritablement le geste de se dire que sur le plateau, la réalité doit exister, et doit être amenée au public sous la forme d'une compréhension possible. D'accord ? Ça, c'est un Brecht qui est possible. On devra sans doute en reparler au cours du séminaire, il faut qu'on le mette un peu dans notre tête, mais bon, ça, c'est la stratégie numéro 1. Il faut vraiment se dire que l'objectif, le à quoi sert la fable, là, c'est la même chose. On veut amener le public à réfléchir sur une modification de la réalité. D'accord ? La stratégie, tac, de la parabole, on va l'appeler la stratégie numéro 2. Alors, la stratégie numéro 2, déjà il y a un petit souci. C'est que déjà il faut poser la question, pourquoi ? Pourquoi faire un détour ? Pourquoi raconter l'histoire de l'hirondelle et de l'anguille alors qu'on peut tout à fait directement vous dire, c'est parti, la patrie est en danger, ils sont là, regardez. Pourquoi le détour ? La Fontaine y répond et il dit on peut apprendre des choses au monde en faisant appel à sa vieillesse, mais il faut surtout l'amuser en voyant en lui un peu les enfants qu'ils sont. C'est-à-dire qu'il faut, je ne sais plus, aller en mal citer. Ça va être mignon. Le monde est vieux, dit-on, je le crois, cependant il le faut amuser encore comme un enfant. Bon, c'est un peu migrichon, mais Brecht a des arguments un peu plus. Mais il y a quand même l'idée de l'enfance qui va nous intéresser.
Brecht a toujours voulu concilier le plaisir et la réflexion. C'est-à-dire que c'est un truc qui est toujours vrai. Donc d'une certaine manière, hein, dans la tête de La Fontaine, il a toujours voulu rassembler ce que le public pouvait avoir de vieux au sens de réaliste, de réfléchi, à l'enfant qui donc du coup lui beaucoup plus s'attardait donc du coup au détour, c'est-à-dire à la fable qu'on nous raconte. Pourquoi le détour? L'argument de Brecht est beaucoup plus fort. Brecht dit le public il est englué dans une réalité et il parle véritablement d'engluement. C'est un engluement qui est perceptif, qui est rattaché en fait à notre vie personnelle et que donc du coup si on lui demande directement de modifier la réalité qui l'entoure, il va se défendre et il ne va pas du tout la faire. Ce qu'il faut absolument faire, c'est que sa réalité à lui, elle lui soit étrangère. Alors, là, on a un autre The Best idée brechtienne, hein. C'est l'idée qui est étrange, qui va s'opposer à l'idée du familier. Là, on rentre vraiment un peu dans le truc. Il y a une anecdote, toujours une anecdote, c'est Simone de Beauvoir dans ses mémoires, c'est dans Les Forces de l'âge. Elle raconte une discussion qu'elle a avec une de ses amies. Son amie se fait battre par son mari, qui est aussi l'amour de sa vie et le père de ses 2 enfants. Elle raconte... Donc, grand A, son ami se fait battre par son mari. Stratégie numéro 1, elle fait une organisation entre amis et à chaque fois, tous les soirs, elles essayent ensemble d'amener son ami grand A à grand B qui est de quitter tout simplement son mari. Cette stratégie, c'est directement dans la réalité, voici, etc. Et son ami n'arrête pas de lui dire mais pour moi c'est impossible de penser à une autre réalité que la mienne. C'est impossible de sortir de mon quotidien, je ne vois pas comment je pourrais faire sans mon mari. Il est impossible pour moi d'imaginer autre chose. Okay, c'est ça l'englument, perceptif dont je parle. Et donc du coup, Simone de Beauvoir, elle dit, mais pourtant, c'est pas faute de courage, parce que son amie, si elle était face à un crocodile qui essayait de la mordre, elle n'hésiterait pas une seule seconde à prendre un couteau et à l'éventrer. Elle dit ça. Et donc du coup, Simone dit à son amie, moi, tu vois, ma mission, en tant qu'écrivaine, c'est de prouver de manière la plus exacte, avec le plus de rigueur, que ton mari est un crocodile. Donc en fait, on retrouve un peu ce truc-là. C'est-à-dire que l'ami, pour arriver à grand B, doit passer par le crocodile. Il faut passer par l'étape un peu étrange, où son ami va reconnaître sous les traits du crocodile son mari. Ça va? Alors c'est parti, on part sur l'étrange. Oui. Alors là, je parle d'étrange, mais il y en a beaucoup qui parlent, vous savez, de distanciation, d'effet V, c'est tout le temps la même chose, hein, c'est le même concept. Vous verrez, Jameson, il parle d'effet V du coup. Mais du coup, voilà, soyez pas étonnés, c'est la même idée. Moi, je préfère ces vitesses qui parlaient d'étrangéification. C'est-à-dire que c'est un processus d'étrangéification de la réalité. Ce que Brecht ne supporte pas, c'est le familier. C'est-à-dire que s'il y a bien quelque chose dont il se méfie dans les fables, c'est ce que nous sommes capables de reconnaître et que nous considérons comme familier. Dans une fable, ce qu'on reconnaît comme familier va tout de suite être transformé comme naturel, et donc du coup transformé comme éternel, et donc du coup, d'une certaine manière, va nous être un peu éloigné. C'est-à-dire qu'on ne va plus du tout avoir la main mise dessus. D'accord ? Et ça sera l'inverse de ce que Brecht veut. Dans Intouchable, on reconnaît tout. On reconnaît la musique, on reconnaît les origines sociales, on reconnaît les quartiers de Paris, on reconnaît la manière dont leur culture s'oppose. Mais en fait, si on la reconnaît et si on est rattaché à cette familiarité, c'est précisément pour montrer qu'elle est naturelle. Elle est en quelque sorte, elle est éternelle, c'est un donné. C'est une donnée.
Et puisque c'est une donnée, elle ne devient pas étrange et donc du coup ne devient pas modifiable par les personnes qui sont là. Ok? En fait, ce que Brecht va toujours chercher, c'est le trouble. Là, j'ai plus du tout de place, mais vous le savez. Il faut écrire quand même l'idée du trouble. Nous, on va parler de Jeanne d'Arc tout à l'heure, on va s'intéresser à ça, hein, on va s'intéresser à qu'est-ce qui nous trouble. L'endroit où ça nous trouble, l'endroit qui nous trouble, c'est l'endroit où, du coup, l'ami de Simone de Beauvoir reconnaît dans les traits du crocodile son mari. C'est ça véritablement le trouble. C'est-à-dire que c'est le moment en fait où la reconnaissance est un peu mise à mal, où la reconnaissance crée un jeu, une espèce de séparation, un peu comme le bond d'une porte, c'est-à-dire vraiment quelque chose où on voit la possibilité pour nous de réfléchir et de revenir ensuite sur notre réalité. Ouais. C'est le moment où les ratons laveurs, en fait ce qui est intéressant dans Pompoko, c'est toujours Pompoko, mais dans Pompoko par exemple ce sont les ratons laveurs qui font la révolution. Les seuls êtres humains de cette fable, ce sont les êtres humains qui au contraire construisent des machines et rasent les forêts. Et du coup en fait l'astuce est très intéressant. Le familier, en fait, ce qu'on va reconnaître, nous, c'est la conversation des êtres humains qui justifie la manière de raser les forêts. Ce qui, par contre, pour nous, est étrange et va créer du trouble, c'est quand on va avoir quelque chose, sans doute, que nous souhaitons, incarné par des ratons laveurs. Et là, on retrouve le même détour, c'est-à-dire on retrouve, en fait, ce phénomène du bas de côté, on retrouve ce phénomène étrange qui va nous permettre de réfléchir à la réalité. Ouais. Ok. On a une définition de la fable, enfant. La fable, c'est le récit imagé qui maintient un rapport d'étrangeté avec la réalité qu'elle veut nous voir modifier et sur laquelle elle veut qu'on réfléchisse. La définition, je l'ai marquée sur la feuille de route. C'est-à-dire que là où Brecht, par contre, met l'accent, c'est qu'il faut que la fable maintienne un rapport d'étrangeté avec la réalité qu'elle veut qu'on modifie. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on ait la possibilité d'aller et venir. Et ça, pour le coup, c'est très intéressant, parce qu'en fait, on voit tout de suite le hic du détour. Le hic du pas de côté, c'est de se taire, et de faire des responses, c'est-à-dire de faire ça. C'est-à-dire le cercle. Brecht, il a la hantise du cercle. Le cercle, c'est l'univers en fiction qui, quand on écrit des séries télé, on réfléchit toujours d'abord en cercle, toujours en quotidien. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut vraiment se dérouler, mais à l'infini. Game of Thrones, on peut en faire un bon petit paquet. Et si ça se déroule à l'infini, c'est précisément parce qu'en fait, on a perdu la notion de fable. On a perdu, en fait, le rapport étrange avec la réalité qu'on veut que les gens puissent modifier. Parce que ça, c'est quand même beaucoup plus juteux. Quand on écrit donc du coup, ça, c'est le péril, seulement si on aura du temps tout à l'heure. Ça, c'est le péril de Brecht, c'est la circularité. C'est la fable qui est en fait déconnectée de la réalité qu'il veut représenter. Donc du coup, dans la partie définition, Donc dans la partie de la définition qui nous intéresse, c'est vraiment ça. Tout à l'heure, quand on va parler de Jeanne d'Arc, on va vraiment poser la question de l'étrange et du trouble, mais toujours parce que en fait, c'est l'endroit qui pour nous est intéressant dans la fable. C'est l'endroit en fait où on se retrouve ici en fait. C'est-à-dire on se retrouve à mi-chemin entre le récit imagé qui est complètement déconnecté de ce que nous vivons et de l'application possiblement concrète avec la réalité qui nous entoure. Ouais. Donc nous, en fait, quand on va poser la question de à quoi sert la femme, on sait que les réponses qu'on va devoir apporter se situent ici. C'est cette ligne-là, en fait, qui va nous intéresser. Il y a des questions? Je vais lire quand même les citations de Frédéric Jameson. Donc il y a la citation surtout sur le phénomène d'étrangification là. L'ensemble du message et du contenu politique de l'effet V est de faire apparaître ce que l'on considère comme éternel et naturel, comme purement historique, comme un genre d'institution qui a vu le jour en raison des actions historiques et collectives des individus,
et de leur société, et qui par conséquent apparaît désormais sous une forme modifiable. C'est-à-dire qu'on voit véritablement à quoi sert la fable selon Brecht. Hein. C'est-à-dire c'est véritablement passer de ce qui nous englobe, de ce qu'on considère comme naturel, comme éternel autour de nous, c'est l'ami avec son mari, comme possiblement sous une forme modifiable. Et la forme modifiable pour Brecht, c'est la forme étrange. Ok. La grande méthode, alors la grande méthode c'est la dialectique, mais on va, la dialectique c'est à avoir ici, c'est pas très grave, mais dites-vous qu'en fait la grande méthode ça renvoie aussi vachement à l'étrangérification, en effet. La grande méthode permet de discerner dans les choses des processus et de les utiliser. Elle enseigne à poser des questions qui rendent l'action possible. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus... C'est ce qu'on va... En fait, c'est là où on va un peu se casser les dents, je pense, cette année. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on réussisse à définir les processus, les changements qui ont cours, de telle sorte qu'on puisse ensuite les utiliser. On va tous installer Instagram. Mais non, mais c'est... et donc, du coup, en fait, vraiment se poser la question donc, du changement, non pas comme pur changement, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais aussi du point de vue des coulisses du changement. Il faut qu'on ait accès aux coulisses du changement, il faut qu'on ait accès au processus de telle sorte qu'on puisse ensuite l'utiliser. Ça, c'est... en fait, si la fable ne permet pas ça, selon Brecht, elle ne sert pas à grand-chose. On tombe directement, en fait, dans ces vieux démons. Alors... Moi j'ai fini en fait. Il est quelle heure? Il est 20h04. Ah, on est bien. Est-ce que ça va? Ouais. Est-ce que déjà vous avez des questions sur la partie un peu théorique d'abord que je vous présente à quoi va ressembler la partie pratique? Est-ce que la partie théorique ça va, c'est clair? Ouais. Ok. Dans la partie pratique, on va prendre ce que j'ai appelé des questions outils. Donc, ça c'est un peu des questions qui vont nous amener en réalité à nous poser la question donc, de à quoi sert Jeanne d'Arc. Avant ça, on va faire une petite pause. On va faire la pause maintenant. Ouais. Ah, en effet. Non, mais très bien. Ok, moi j'aime bien ce genre de question. Alors, non, si. Alors, la question, en effet, mais en fait, ça continue, mais j'avais plus de place. Je vais le mettre là. En fait, ça rejoint exactement la manière dont j'avais continué le raisonnement dans l'opposition. Si on parle de l'opposition étrange-familier, ça va. Dans une fable, il y a des choses qui vont nous troubler, il y a des choses qu'on va reconnaître. Les choses qu'on va reconnaître vont devenir naturelles. C'est-à-dire que les choses qu'on reconnaît tout à fait sont utilisées pour la fable généralement comme cadre, mais comme cadre inaccessible par les personnages. D'accord ? Les choses qui sont étranges et qui nous créent du trouble, les tanuki, sont là pour nous montrer la part d'historique dans leur existence. Et en fait, ce qui est historique est ce qui nous est présenté sous une forme modifiable. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, le rôle historique, dans les fables un peu traditionnelles, classiques, il y a juste les héros qui font ça. C'est-à-dire qu'on pense que l'histoire avec un grand H n'est faite que par une succession de figures charismatiques qui, en coupant des têtes, parviennent à créer la démocratie. Or, en fait, le but de Brecht, c'est de montrer que l'intégralité de ce qui se passe sur le plateau peut être modifiée par le public. Et donc, du coup, en fait, le rôle historique, c'est-à-dire en fait la capacité de modifier la réalité, de devenir un acteur ou une actrice de l'histoire, est un rôle qu'on doit donner en fait à toutes les personnes qui se trouvent dans le public. Alors qu'on voit bien le reproche qu'on peut faire à un Russell Crowe, par exemple.
C'est qu'il est beau, c'est qu'il est blanc, c'est que c'est un mec, qu'il a 40 ans, qu'il est américain. Donc on voit bien aussi les critères pour accéder à justement la dimension historique, c'est-à-dire à être capable de modifier la réalité. Et donc s'opposer à un naturel, c'est ce que je vous voyez, c'est vraiment l'idée de la chose qu'on veut conserver. Ça peut être intéressant aussi de se poser la question de c'est quoi la part de naturel des fables. Quand on dit qu'une fable réconciliatrice comme intouchable est conservatrice, c'est qu'elle veut conserver quelque chose. En l'occurrence, les inégalités sociales. En nous les faisant accepter, elle veut en réalité les conserver selon Tâche. C'est-à-dire qu'elle les présente comme naturelles et donc du coup comme éternelles et donc du coup comme anhistoriques, comme ne faisant pas partie des choses que nous, on peut modifier. Là, l'opposition, si on la continue, c'est les fables qui, selon Brecht, sont progressistes et les autres qui sont conservatrices, mais vraiment au sens de progressiste, c'est-à-dire réfléchir à la modification possible d'une réalité, et conservatrice dans le sens de c'est d'abord, avant tout, accepter la réalité que nous reconnaissons. Si on veut vraiment schématiser. Mais du coup, on peut faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou on est prêt? On est prêt à se lancer? Non, pas de questions? On fait une pause de même pas 4 minutes, sachant qu'après il y a un pot, c'est pour ça aussi que je suis pressé, je pense. Du coup, il y a un pot après dans le restaurant qui est prévu pour nous. Du coup, vraiment juste 4-5 minutes pour le haut toilette. Et puis après, on relance.